Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler des différents scénarios possibles qu'on peut voir sur les marchés en 2023. Donc je vais vous donner mon opinion sur comment je pense que les choses peuvent évoluer. Je vais essayer de vous apporter le plus de valeur possible et on va vraiment là, se concentrer sur l'aspect fondamental. Je vais également toucher un petit peu l'analyse technique aussi en fin de vidéo, mais c'est super important de comprendre le contexte dans lequel on est présentement pour avoir une meilleure idée sur comment les choses peuvent évoluer. Évidemment, je précise que tous les points que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est des choses qui vont fort probablement changer et évoluer dans les prochains mois. Donc, ça ne veut pas dire que cette vidéo-là va être valable pour l'entièreté de l'année. OK, c'est normal que les marchés évoluent et il va falloir se tenir à jour pour avoir une meilleure idée de comment les choses peuvent évoluer en temps réel. Donc, avant qu'on commence, comme d'habitude, mettez-moi un gros like sur la vidéo, j'apprécierais énormément et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Vous allez voir, là, vous allez apprendre beaucoup de choses à mon avis dans cette vidéo-là et mon objectif c'est, comme j'ai dit, tout simplement de vous apporter le plus de valeur possible. Donc pour commencer, ok, c'est super important de comprendre qu'essentiellement il y a 3 points importants en ce moment qu'on doit regarder sur les marchés et qui vont nous donner une meilleure idée de qu'est-ce qu'on peut s'attendre, c'est-à-dire l'inflation, la Fed et un potentiel risque de récession. Évidemment, il y a d'autres points qui sont aussi importants, par exemple la suite des choses avec la guerre en Ukraine ou la réouverture de la Chine, mais dans cette vidéo-là, je vais vraiment me concentrer là, sur les 3 points que j'ai mentionnés. Je vais vous montrer différents indicateurs qui peuvent nous donner peut-être une meilleure idée là, sur ces aspects-là et je vais essayer de vous expliquer justement mon raisonnement à ce niveau-là. Fait que premièrement, si on regarde le graphique que j'ai ici devant moi, donc on est sur le S&P 500 sur un graphique un petit peu long terme, donc ici on remonte en 2018 et ici là, le mouvement baissier qu'on avait eu, c'était le crash avec la pandémie. Ensuite de ça, on a touché un point bas et essentiellement ce point bas-là a été déterminé tout simplement par le fait que les banques centrales ont réduit les taux d'intérêt et ont commencé l'impression monétaire pour stimuler l'économie et aider un petit peu les marchés. Par la suite, on a eu un gros marché haussier qu'on connaît tous et c'est là que énormément de personnes ont fait beaucoup d'argent, incluant moi. Et ensuite de ça, début 2022, on a entamé une plus grosse correction qu'on est toujours dedans présentement. OK? Et donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la situation qu'on a actuellement nous provient un peu de, justement, là, les actions que les banques centrales ont prises il y a 2 ans pour essayer là, de, justement, aider les marchés et aider l'économie. Et c'est ça qui a justement amené de l'inflation. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que durant toute la hausse qu'on a juste ici, on a eu justement beaucoup d'inflation. Donc ici, j'ai un graphique donc de l'inflation là, aux États-Unis. On peut même le faire remonter beaucoup plus loin. Puis si on se rapproche donc un petit peu, on voit qu'ici, on a eu la baisse avec la COVID et par la suite, on a eu énormément d'inflation. Et c'est assez logique quand on y pense parce qu'encore une fois, la Fed a justement réduit les taux, mais surtout imprimer beaucoup d'argent. Donc, le fait d'imprimer cet argent-là, ben, ça diminue la valeur de celle-ci et donc, par le fait même, créer de l'inflation. Okay? Et donc, le problème est venu de là. Et en ce moment, donc, la Banque centrale essaie de faire contrôler et de faire diminuer l'inflation pour revenir aux alentours de 2%, qui est leur objectif. Donc, on voit qu'on est encore très, très loin du 2%, mais on commence à s'y rapprocher un petit peu plus. Et donc là, la question, c'est, bon, ben, qu'est-ce qui va arriver avec l'inflation? Ensuite de ça, qu'est-ce que ça va amener la Fed à faire? Et ensuite de ça, est-ce que ça va créer une récession ou non? OK? Fait que, tu sais, tout est relié, puis c'est vraiment de cette façon-là que j'aime l'expliquer parce qu'à mon avis, c'est la meilleure façon de bien comprendre les choses. Donc là, comme j'ai dit, premièrement, pour avoir une meilleure idée, il faut regarder l'inflation. OK? Il faut regarder qu'est-ce qui arrive avec l'inflation et où est-ce que ça s'en va. OK? Fait que là, ce qui est intéressant, premièrement, de remarquer, c'est qu'on voit que l'inflation a, comme j'ai dit, commencé à diminuer dans les derniers mois. Et à mon avis, ça va continuer de diminuer. OK? Pour l'instant, je pense qu'on a vu un point haut avec l'inflation. Il y a plusieurs indicateurs avancés qui nous indiquent qu'on a ce point haut-là au niveau de l'inflation. L'un des indicateurs avancés que je préfère, c'est celui-là juste ici, c'est-à-dire le prix des véhicules usagés. Okay? Donc, durant la pandémie, on a vu une hausse des prix des véhicules usagés assez phénoménale, tout simplement parce qu'il manquait tout simplement de véhicules. La demande était là, l'offre était beaucoup plus faible, donc les prix ont énormément monté. Et là, on voit que ces prix commencent à redescendre, donc juste ici. Mais on voit également qu'il reste encore quand même beaucoup de marge à redescendre si jamais c'est vers là que ça se dirige. Et ça, je vous dirais, c'est un des indicateurs avancés parmi tant d'autres. Il y en a plusieurs, mais c'est vraiment un que je préfère parce que ça donne une réalité assez objective en fait par rapport à l'économie et par rapport justement là, à l'inflation. Donc, puisqu'on voit qu'on a déjà atteint un sommet ici et qu'à mon avis, ça devrait continuer à redescendre,
ça serait assez probable en fait de voir l'inflation continuer de redescendre. OK? On voit aussi avec ce graphique-là que j'ai juste ici, donc le Consumer Price Index, mais ici on a le month-to-month, c'est-à-dire le graphique que je vous avais montré ici, c'est pour l'inflation un petit peu plus long terme. On va dire ça, c'est le month-to-month, c'est-à-dire à chaque mois, c'est quoi l'évolution de l'inflation. Et on voit que le graphique est super intéressant, c'est-à-dire que début 2022 jusqu'à l'été plus ou moins, on avait encore beaucoup d'inflation comme qu'on peut voir juste ici et c'était encore très problématique. Par contre, depuis les 5 derniers mois, comme qu'on peut voir, l'inflation a déjà énormément diminué, ok? C'est-à-dire ici, on avait 0, 0.1, 0.4, 0.4, 0.1. Donc, si on fait un petit calcul rapide, au total, en 5 mois, on a seulement eu 1%. Okay? Ce qui est assez faible. En général, on n'est pas très loin du 2% annuel. Donc, si la tendance se maintient et si la hausse récente des taux d'intérêt, justement, se fait ressentir au travers de l'économie, à mon avis, l'inflation devrait continuer de descendre et on ne devrait pas mettre trop longtemps avant d'atteindre justement un objectif qui n'est pas si loin de ce que la Fed espère. Okay? Donc, en toute logique, là, c'est ce qui devrait arriver. Du moins, c'est ça que les données nous laissent croire pour l'instant. Okay? Donc, ça, c'est le premier point. Donc, à mon avis, l'inflation va continuer de descendre. Et donc, le problème par rapport à ça, et c'est vraiment le gros sujet et la grosse question à se poser, c'est jusqu'à où la Fed va aller avec la hausse des taux d'intérêt. Okay? On sait que la hausse des taux d'intérêt pour l'instant, on est aux alentours de 4 à 5%, comme qu'on peut le voir juste ici, et on sait que la Fed vise plus ou moins un 5%. OK, ça va-tu être 5%, 5,25 ou 4,75? Ça peut varier un petit peu à ce niveau-là. C'est honnêtement pas un point qui est super important. Par contre, ce qui est important, c'est jusqu'à quand les taux vont redescendre. OK, c'est-à-dire que ça va être quoi la période de temps où que les taux vont rester élevés, ok? Et je pense que c'est vraiment ça qui va déterminer la suite des choses. Et pour l'instant, la Fed, dans leur dernière conférence de presse, c'est-à-dire la semaine dernière, donc en ce moment, j'enregistre la vidéo le 20 décembre, donc la semaine dernière, ok, on a eu la Fed donc qui s'est prononcée là, justement sur les taux d'intérêt et ils nous ont dit qu'ils vont continuer de les garder élevés, qu'ils sont pas prêts à les baisser, qu'ils vont devoir les garder élevés plus longtemps. Et ça, c'est peut-être un faux pas de la Fed, hein? C'est beaucoup ce que beaucoup de personnes pensent, ok? Puis essentiellement, l'idée avec ça, c'est que si c'est effectivement donc un faux pas de la Fed, ça pourrait amener les marchés à entamer une plus grosse correction et l'économie également à prendre une plus grosse débarque, ok? Et peut-être que ça ne sera pas utile au final de garder les taux aussi élevés parce que comme on a vu, l'inflation est déjà en train de descendre. Donc le risque en fait pour les marchés et le risque pour l'économie, c'est que la Fed décide de garder les taux d'intérêt trop élevés pendant trop longtemps, un peu inutilement pour contrôler l'inflation alors qu'elle est déjà contrôlée et donc que ça crée une plus grosse récession que qu'est-ce qui aurait été nécessaire. Okay? Donc ça, c'est un point qui est super important à regarder et c'est surtout là-dessus donc que je vais personnellement tourner mon attention. Et donc, durant 2023, ça va être super important de regarder donc la sortie mois après mois des données de l'inflation, de voir un petit peu comment ça évolue et le plus que l'inflation est faible, le plus de chances que la Fed a de justement pas faire l'erreur de garder les taux trop élevés trop longtemps et le plus qu'une grosse récession pourra être évitée. Par contre, si l'inflation se maintient, si l'inflation même remonte un petit peu, puis que là, la Fed décide de juste aller à 100% dans son idée, puis de garder les taux d'intérêt élevés pendant longtemps, à mon avis, on devrait voir une assez grosse récession. Okay? Donc, tout dépend de la suite de l'inflation et de qu'est-ce que la Fed va faire par rapport à ça. Donc, s'il y a bien une chose à regarder, je vous dirais, là, c'est vraiment les quelques indicateurs là, que j'ai sortis juste ici. Ensuite de ça, en termes de récession en soi, il y a quelques indicateurs avancés également que j'aime bien utiliser. Donc ici, on a le ISM Purchasing Managers Index, donc PMI. Et c'est un indicateur qui essentiellement, je vais vous résumer ça de façon assez simple pour que tout le monde puisse comprendre. C'est un indicateur que lorsqu'on passe en dessous de 50, ça augmente les probabilités en fait qu'on ait justement une récession. Je vous le rappelle, une récession, c'est une contraction de 2 trimestres de suite du produit intérieur brut, donc du GDP en anglais. Et donc le fait qu'on soit déjà sous 50, ça laisse à croire que peut-être que ça pourrait continuer
continuer. Maintenant, on a eu des instants dans le passé où on est allé en dessous de 50 puis on a tout de suite remonté, ok? Donc, c'est pas parce qu'on est sous 50 en ce moment que ça le confirme, mais ça donne déjà une idée que, on s'enligne un petit peu vers une situation avec de l'incertitude et que si l'inflation, comme j'ai dit, se stabilise ou même remonte un petit peu et que là, la Fed, il va encore plus agressif par rapport à ça, à mon avis, on pourrait voir une récession à ce niveau-là, mais tout dépend, encore une fois, de l'inflation. Donc ça, c'est un indicateur qui est super intéressant. Ici, on a un indicateur qui est assez similaire, c'est-à-dire le Flash US PMI. Puis on voit ici, ça c'est un graphique très intéressant que je voulais vous montrer. Là, on voit, donc on a le PMI ici, puis on a le GDP, donc comme que j'ai expliqué, le produit intérieur brut. Puis on voit en fait, là, si on regarde vraiment avec les instants ici, que le PMI va être un indicateur avancé donc du produit intérieur brut. Donc on voit qu'on est déjà en dessous de 50. Donc comme j'ai dit, si l'inflation continue de monter, que la Fed continue de vouloir garder les taux d'intérêt élevés pendant longtemps, à mon avis, le PMI ici devrait continuer de descendre et le produit intérieur brut devrait éventuellement le rattraper également, ce qui pourrait amener donc une récession. Sinon, un autre indicateur avancé que j'aime bien, c'est les building permits, donc les permissions de construction. C'est un indicateur avancé qui est quand même assez intéressant. On voit que quand on a des situations assez incertaines en fait sur l'économie et sur les marchés, on a une grosse baisse de ça. On voit que ça l'a baissé un petit peu récemment, mais pas énormément non plus. Donc ça montre qu'il y a encore de la marge à baisser là, si ça veut baisser tout simplement. Le dernier graphique qui va être intéressant et important de garder en tête, ça va être le taux de chômage évidemment. Un des objectifs de la Banque centrale, c'est d'avoir le plein emploi. Le plein emploi, c'est 5% et moins au niveau du taux de chômage. Pour l'instant, c'est encore atteint, mais si on se retrouverait dans une plus grosse récession, peut-être que le taux de chômage pourrait augmenter et c'est là qu'on aurait un risque encore plus élevé d'une récession. Okay? Donc, tout ça, c'est les indicateurs avancés que je vais regarder pour justement me faire une idée sur la suite des choses au niveau des marchés. Comme j'ai dit, pour vous faire un résumé, là, essentiellement, le plus important, ça va être de regarder l'inflation. Tout dépendant de qu'est-ce que l'inflation va faire, ça va justement entraîner la Fed à faire quelque chose par rapport au taux d'intérêt. Et ces actions-là vont justement dicter si on va avoir une forte récession, une plus faible récession ou si on va juste pas en avoir et par la suite, qu'est-ce qui va impacter les marchés. Fait que c'est vraiment de cette façon-là qu'il faut le regarder. Inflation, Fed, récession, marché. Okay? C'est vraiment le processus en 4 étapes pour réussir à avoir une opinion un petit peu plus précise. Comme j'ai dit, si l'inflation continue de diminuer, que la Fed finalement est pas si agressive, peut-être qu'une récession va pouvoir être évitée et que les marchés vont repartir à la hausse. Si par contre l'inflation se stabilise, l'inflation est encore trop élevée selon la Fed et qu'ils vont continuer dans cette idée de garder les taux d'intérêt élevés pendant longtemps, à mon avis, on va avoir une récession. Et si on a une récession, on pourrait voir le marché baisser un petit peu plus et probablement entamer une plus grosse correction. Okay? Donc ça, c'est mes différentes idées que j'ai pour l'instant. Maintenant, en soi, puis tu sais, petit rappel au niveau de mon processus de trading, je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, mais je vais tout le temps faire donc mon analyse fondamentale, ce que je viens de vous montrer essentiellement en ce moment, et ensuite de ça, une analyse technique, donc une analyse des graphiques pour essayer de voir justement comment que ça peut venir se contextualiser. Okay? Donc maintenant au niveau de l'analyse technique, là je suis comme j'ai dit sur le S&P sur un graphique hebdomadaire. Premièrement, point qui est intéressant, donc on avait justement le marché aussi qu'on a eu juste ici, on est dans une correction depuis le début de l'année essentiellement. La correction est super bien définie par la trendline qu'on a juste ici et le 50 moving average sur le graphique hebdomadaire encore une fois. Sur le graphique journalier, on a aussi le 200 moving average juste ici et un gros niveau horizontal. Okay? Donc essentiellement, là, pour faire ça simple, puis si vous suivez un petit peu mon contenu, vous savez que pour ce genre d'analyse-là, j'aime bien garder les choses simples. L'analyse technique, ce n'est pas en soi une formule miracle où on va pas trouver des secrets avec ça. Okay? C'est plus une façon, comme je dis, de contextualiser ce qui se passe dans le monde, tout simplement. Fait que pour garder ça simple, okay, au niveau d'une hausse potentielle, okay, mettons qu'on aurait vraiment un changement de tendance puis une confirmation là, d'un breakout, ça serait au-dessus des 4100 juste ici. Okay? S'il y a bien un niveau à regarder, c'est ça. Okay? C'est les derniers points hauts, le dernier touch de la trendline, le dernier touch des moving average ici. Fait que tant et aussi longtemps qu'on est en dessous de ce point, pour l'instant, les marchés ont l'air plutôt faibles et à mon avis, une plus grosse correction me semble toujours possible. Okay? Donc ça, c'est le premier point à garder en tête. Sinon, au niveau de la baisse, mettons qu'on est pour faire une plus grosse correction, le premier point qui va être intéressant à regarder, ça va être les points bas
de l'année avec le 200 moving average ici qu'on a. OK? Donc ça, c'est le prochain obstacle pour la baisse si les marchés continuent dans cette direction-là. À partir d'ici, deux possibilités, soit qu'on remonte, soit qu'on break out et qu'on continue de baisser. Si on continue de baisser et qu'on s'en va chercher des niveaux un petit peu plus bas, le prochain gros niveau est aux alentours de 3200 juste ici. On a deux niveaux de Fibonacci qui sont super intéressants. Donc j'ai pris un Fibonacci des points bas de la COVID jusqu'au point haut et également des points bas de 2009 jusqu'au point haut juste ici. Donc, ça nous donne cette zone-là. On voit également qu'on avait plusieurs points bas et points hauts là aux alentours justement du market crash qu'on avait eu avec la pandémie. Donc, si ça continue et si on fait une plus grosse correction, à mon avis, on peut aller chercher ce niveau-là sans trop de difficultés, très honnêtement. OK? Maintenant, si on part vraiment dans un gros crash et que vraiment ça fait un mouvement encore plus gros, on a un petit niveau ici. Là, on a quelques points bas, on a deux niveaux de fibre, on a un autre point bas ici. OK? Mais c'est vraiment un petit niveau, comme j'ai dit. Là. C'est pas un gros niveau qui est si important. Et si vraiment là, ça devient un gros crash en soi là, sur les marchés, on a les points bas de la COVID tout simplement juste ici, OK, avec le niveau de fibre. Et en fait, tous ces autres points-là également, là, c'est comme une genre de zone qui est pas super définie, mais ça reste que c'est une zone qui est importante. Fait que si vraiment on tombe dans un gros crash et mettons que la Fed garde les taux super élevés pendant vraiment longtemps puis qu'ils changent jamais d'idée, à mon avis, c'est pas impossible. Je sais que ça fait peur dit comme ça, puis il y a beaucoup de personnes qui veulent se fermer les yeux à une telle éventualité, mais c'est pas impossible. Si on mesure le point haut jusqu'à ces niveaux-là, on voit qu'on a une baisse de 53%. On a déjà vu des baisses comme ça sur les marchés boursiers dans le passé. Okay? Donc, c'est définitivement pas impossible. Maintenant, évidemment, c'est un scénario un petit peu plus extrême. Okay? Donc, ça, c'est essentiellement les différentes possibilités que je vois personnellement sur les marchés. Si le marché brise ici et nous fait une plus grosse correction, je vais fort probablement acheter ici et acheter ici. Donc, accumuler des positions très long terme, des positions que je pourrais tenir quelques années, même 10, 15, 20 ans, j'aurais aucun problème avec ça. Fait que vraiment des positions long terme, ça deviendrait intéressant à mon avis là, aux alentours de ces niveaux-là. Fait que ça, c'est une des stratégies que j'ai mis en place. J'ai quelques systèmes justement dans mon trading là en général que je vais travailler avec. J'en avais parlé un petit peu plus dans ma dernière vidéo, ce que j'expliquais comment investir lors d'une récession. Fait que ça serait les niveaux qui m'intéresseraient. Sinon, si le marché repart à la hausse et qu'on s'en vient faire un breakout, c'est sûr qu'à ce niveau-là aussi, ça pourrait peut-être être intéressant pour jouer justement la hausse éventuelle qu'on pourrait avoir sur les marchés. OK? Donc, essentiellement, d'un point de vue technique, ça se résume pas mal à ça. OK? Comme j'ai dit, inutile de compliquer les choses. Vaut mieux garder ça simple et aller droit au but. Un autre indicateur que j'aime bien d'un point de vue technique, c'est le RSI et le niveau des 50 juste ici. On voit que c'est un niveau qui a été un pivot assez intéressant là, pendant longtemps. On voit que pour l'instant, on est encore en dessous des 50 et on respecte ce niveau-là. Donc, c'est un autre des indicateurs que j'aimerais voir tourner si éventuellement on a un breakout sur le marché. OK? Donc, essentiellement, ça se résume pas mal à ça. Donc, voici donc les différents scénarios que je m'attends pour 2023. Fait comme j'ai dit, tout dépend au final de l'inflation. Si l'inflation se stabilise ou remonte, la Fed va être encore plus agressive. Les marchés vont faire une plus grosse correction et on aurait potentiellement une récession. Si l'inflation continue de diminuer, probablement que la Fed un jour va s'ajuster par rapport à ça et n'ont pas si longtemps commencé à parler de peut-être réduire un peu les taux, etc. Le marché pourrait à ce moment-là repartir à la hausse. Donc, tout dépend de l'inflation. C'est la donnée la plus importante à regarder et tous les autres indicateurs en général vont justement aider à donner une idée peut-être un petit peu plus précise sur la suite des choses et sur comment le scénario va évoluer. Évidemment, durant 2023, je vais faire d'autres vidéos de ce genre pour vous tenir au courant de justement comment les marchés vont évoluer et mon point de vue par rapport à ça. J'espère que pour aujourd'hui, justement, c'est clair et que ça vous donne une meilleure idée de qu'est-ce qu'on peut s'attendre sur les marchés. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like comme j'ai dit et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.